Добрый вечер всем тем, Bonsoir кто смотрит нас в прямом эфире. à tous celles et ceux qui nous Добрый regardent вечер нашим en друзьям и live. гостям из Франции. Bonsoir aussi à nos invités de France et d'Espagne. Другой Et период времени суток, bonsoir, bonjour ou bien записи сегодня. bon après-midi donc Я à tous очень ceux рад, qui что nous вы с regardent нами. en enregistrement, en version Я enregistrée. думаю, Je ne sais что pas si le streaming est bien là, mais j'espère bien программа для qu'il тех, est là. кто только что Et donc le programme pour присоединился ceux к qui нам viennent сегодня, de se и хочу вам connecter, сообщить, что le programme pour ce то, что мы soir. сделаем, называется Donc encore une fois, je vous informe que ce qu'on fait ici программа s'appelle Curse of Knowledge. Artistock Plus или таких C'est un расширенных programme de форматов Artist Talk Plus, donc un programme étendu Вы, как все des помните, rencontres avec des про artistes, Пикассо, puisque что когда vous vous rappelez peut-être la phrase célèbre de Pablo Picasso, quand ce sont les artistes, non, quand ce sont les experts en art qui se rencontrent, ils parlent des significations des formes et de la beauté. Mais quand ce sont les artistes qui se rencontrent, la grande question, c'est où acheter du vin pas cher. Alors chez nous, c'est la troisième chose, puisque Picasso n'a pas prévu qu'au XXIe siècle, les artistes n'auront pas que la peinture, la toile, etc., mais auront également autre chose, y compris les technologies. Si vous voyez André Bartenev, si vous voyez, disons, son apparence, il porte toujours la lumière chez nous, mais aujourd'hui, il a souligné cette image, donc il a l'air d'une lampe, carrément. Donc aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui distingue, qui fait la distinction entre les projections lumineuses. Donc on salue un grand artiste français, Jérémy Bello. Bonsoir. Et pour Bonsoir. ceux qui sont Et pour ceux qui sont ce soir la première fois avec nous, Curse of Knowledge est un projet que l'on organise, donc que l'on organise au sein du laboratoire des nouveaux médias du théâtre Alexandrinsky que je représente. C'est également organisé, co-organisé par la galerie Здесь на Таганке, ici sur Taganka, gouverné par André Bartaniev il y a très longtemps, depuis très longtemps. Et la troisième institution, qui est notre partenaire de longue date, et j'ai toujours dit que c'est une institution qui sert d'exemple d'un partenariat entre les artistes et les institutions. Donc, c'est l'Institut français de Saint-Pétersbourg. Alors, Curse of Knowledge, c'est notre projet commun entre ces trois institutions. Donc, malheureusement, pour nous tous, notre troisième hôte du Curse of Knowledge, le directeur de l'Institut français à Saint-Pétersbourg, et également le consul général de France à Saint-Pétersbourg, de France à Saint-Pétersbourg, Pascal Slivanski, ne peut pas être avec nous. On l'attend mercredi prochain. Par contre, je suis très content que tout le monde soit là, sauf lui, puisque on sait que les artistes sont très occupés. Regardez quelle époque on est en train de vivre. Et Jérémy, en fait, il a bien saisi l'occasion, cette occasion pour communiquer avec nous. Il nous a expliqué qu'il était en train de créer une nouvelle œuvre. Peut-être il va en parler un peu plus en détail. Et il a dit qu'il a fabriqué des roses. Il a tricoté des roses aujourd'hui toute la journée, si j'ai bien compris. Si je comprends bien, c'est pas son activité principale, mais quand même, c'est très intéressant d'en entendre un peu plus. Il est mathématicien par formation. Ensuite, il a travaillé comme architecte. Et ensuite, il a animé de grands projets combinant son, lumière, architecture, sciences d'information, espace, etc. Il est également participant d'une équipe dont il va peut-être parler plus en détail. Et on a été présentés l'un à l'autre lors d'un projet d'un intérêt commun pour nous qui s'appelait Fulldom. Et en fait, nous deux, on travaille avec cette technologie et il m'a ouvert les yeux sur plusieurs actualisations de cette technologie, sur ses aspects plus modernes. Depuis, on a pu la rendre un peu plus mobile. En ce qui concerne André Bartenev,
il œuvre chaque seconde, et c'est pas une plaisanterie, vraiment chaque seconde, à l'ouverture prochaine de sa nouvelle exposition. Et j'espère qu'il va en parler un peu plus aussi lors de la rencontre. Si on croit les posts sur Instagram, je crois que la taille de l'exposition, ça fait 2 tailles de la place rouge à Moscou. Quoique la galerie sous sa contrôle, elle est très petite, здесь на Таганке. Donc, mais je crois que c'est Andrei qui va vous présenter mieux son exposition. Et au final, je vous recommande à toutes et à tous de souscrire à nos chaînes respectives, l'Institut français. L'Institut français, d'ailleurs, organise plusieurs types de rencontres, plusieurs artist talks et d'autres événements très intéressants. André, salut. Bonjour, bonsoir, chers amis. Je suis très heureux de vous revoir tous. Comme a dit Anton, oui, justement, je porte la partie supérieure d'une lampe. Je voulais également accrocher des ampoules pour que ma tête soit encore plus brillante, mais malheureusement, il s'est avéré que j'avais besoin de plus de 3 minutes pour ceci, et moi, je n'avais que 3 minutes. Donc, j'ai pas de câble au final et j'ai décidé que ce que je porte ne sera pas lumineux. Nos personnages que l'on rencontre sont de plus en plus intéressants, de plus en plus divers, si on peut le dire. Et peut-être vous avez fait attention que notre programme a fini par élaborer ses propres principes internes. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est de décomposer un peu l'œuvre de nos invités pour que notre public puisse voir de quoi sont faits les artistes contemporains, de quels déchets parfois, de quelles pièces, de quels composants du monde urbaniste naît en fait une personnalité unique, la personnalité unique de chacun des artistes contemporains. Alors pourquoi est-ce qu'on le fait? Je porte toujours l'attention du public au fait qu'on invite principalement de jeunes artistes. Pourquoi? Pour montrer que vous pouvez devenir un artiste, vous pouvez être un artiste, vous pouvez devenir un artiste célèbre, vous pouvez devenir un artiste curieux, unique, extraordinaire, etc., etc. Il y a une multitude de personnes qui entament cette activité et il y a une multitude égale de versions d'artistes contemporains qui sont toutes différentes l'une de l'autre, puisque l'artiste contemporain a toujours besoin de nouvelles idées, de nouvelles technologies, de la nouvelle curiosité. En fait, la compétition dans ce domaine, c'est pas pour se tuer mutuellement, c'est justement de vous faire encore plus professionnel, de vous rendre encore plus unique. C'est ça le but de la compétition, de la concurrence dans ce domaine. Alors, notre invité aujourd'hui, c'est Jérémy Belot. À vous la parole. Bonsoir. Bonsoir. Jérémy, je suis très heureux de vous voir. Je suis très heureux d'avoir pu organiser au final cette rencontre. Je ne sais pas si si j'ai bien compris votre CV. Vous êtes mathématicien par formation, architecte ensuite. Est-ce que c'est correct? Oui, je suis architecte de formation et puis je travaille aussi depuis plusieurs années je dirais, la transformation de ma pratique d'architecte vers celle d'artiste plasticien que je suis actuellement à plein temps et depuis maintenant quasiment 10 ans. J'ai fondé un collectif en 2012 qui s'appelle AV Exciters, avec qui je travaille encore et qui est composé d'architectes, d'ingénieurs, mais aussi d'artistes plasticiens, de compositeurs et puis de développeurs. De développeurs informatiques, puisque dans ma pratique, j'imagine souvent la création de machines ou de logiciels spécifiques qui nécessitent la création d'outils spécifiques au projet. C'est très intéressant, Anton, que tu aies parlé des dômes, parce que c'est vrai que c'est une grande passion qui m'anime depuis mes débuts d'études d'architecture. La question du géodésique dans mon travail est récurrent. Évidemment, la question de l'histoire des polyèdres et les déclinaisons polyédriques
puis l'outil informatique qui a permis de les déformer à outrance, de permettre de créer de nouvelles séries, de rentrer dans la 4e dimension des polyèdres en mouvement. Et ce qui est vraiment très important pour moi, c'est de pouvoir jouer de ces solides, de ces solides qui soient des solides platoniciens, des solides de Kepler, etc., comme des objets sculpturaux, mais aussi de prolonger notre imaginaire à travers ces objets, sans rentrer dans une approche ésotérique, mais plutôt dans une logique d'imaginaire sur l'espace, les arts, les sciences, la matière, les énergies. La question du dôme est apparue très vite dans mon travail, puisque j'ai conçu au début des habitats en utilisant le géodésique, des habitats inspirés de Buckminster Fuller, qui revient d'ailleurs dans certaines de mes installations, notamment celle de Bucky Dream. Cet hommage à Buckminster Fuller qui m'anime, et puis de transformer cette matière première que représentent les formules mathématiques qui permettent au géodésique d'exister, et puis comment le décliner et œuvrer pour transformer des espaces et transformer des espaces hémisphériques notamment, puisque tu parlais du full dome. Le full dome, c'est vraiment l'hémisphère, la surface hémisphérique que je m'attelle à transformer à travers la création de contenu 360 degrés immersif. Donc, c'est très important pour moi, et ça m'a notamment emmené à créer une œuvre qui s'appelle A Metabolist Utopia, qui est un projet que je mène avec Ena Eno, qui est compositeur, et Stéphane Clore, qui est violoncelliste. On joue ce projet en performance comme une performance audiovisuelle. C'est un format de 30 minutes, performance audio AV de 30 minutes. C'est un projet que j'ai commencé il y a maintenant 5 ans au Japon. Ça correspond à une envie de parler des mouvements architecturaux utopistes, donc de vraiment travailler l'utopie architecturale comme matière première. Et en fait, dans ce projet, j'ai modélisé à partir des esquisses des architectes, notamment de Kurokawa ou de Kenzo Tange, des morceaux de ville, conçus par le mouvement métabolique japonais après Hiroshima, une envie de raconter la ville de manière plus organique. Voilà. Et donc, j'ai utilisé l'outil informatique pour modéliser en 3D des villes utopiques. Et mon objectif, c'est de faire voyager finalement les gens dans le dôme, dans ces villes, puisque les architectes ont réussi à nous transmettre des plans, des esquisses, des coupes, des élévations de ces villes, des dessins. Et moi, je les ai dessinés pendant plusieurs années en 3D. Le projet de A Metabolist Utopia m'a permis de faire voyager le public dans les utopies de ces architectes, et évidemment d'y apporter aussi une touche, des visuels supplémentaires évidemment, et puis des extrapolations, puisque j'ai inventé d'autres utopies ou d'autres villes ou d'autres skyscrapers ou d'autres architectures, quoi. On peut regarder la vidéo 1 pour illustrer ce dont je viens de parler, et puis le dôme également pour comprendre de quoi on parle avec Anton. Да,
Супер. Во-первых, у меня первый вопрос. Super. Ma première question est au studio de médias. Est-ce que le streaming est OK? Est-ce que vous voyez tout? Est-ce que ça va? Oui, oui, on voit tout. Et si jamais il y a des questions, adressez-vous à moi. Oui, je voudrais vous rappeler que, à part moi et André, qui essayons de décomposer, de faire une analyse spectrale de l'œuvre de nos artistes, il y a également cette possibilité pour notre public qui se trouve maintenant au centre de médias. Donc, pour ceci, adressez-vous à Anastasia. Elle vous donnera un micro et vous serez entendu et traduit. Cette possibilité est également disponible pour notre public sur Facebook et sur VK. Facebook en français, VK en russe. Alors, bienvenue aux commentaires. Vous pouvez écrire vos questions dans les commentaires et nous allons sûrement les poser. Je vois qu'André Bartenev est parti en courant, peut-être pour préparer son exposition. Ah oui, il est revenu. Est-ce que je peux poser une question? Alors, avant le format du dôme, puisque je considère que le format du dôme, tel que vous le connaissez, c'est justement un format autonome, complètement autonome. Et c'est un format pour lequel vous ne devez pas obligatoirement connaître la théorie. Donc, d'où ça vient, comment c'est organisé pour pouvoir tester cette technologie. C'est un milieu spatial qui te fait bouger, en fait, qui t'anime. Et ceux qui ont travaillé avec Fulldom le connaissent, le savent très bien. Mais la dernière fois, le philosophe de notre soirée, c'était Timothée Leary. Je crois que ce soir, ça sera Buckminster Fuller. Alors, est-ce que le lien pour vous entre Buckminster Fuller et ce que vous faites dans votre activité, est-ce que ce lien est très puissant? Est-ce que vous considérez que ce lien est philosophique ou conceptuel ou autre? Le lien est très puissant pour plusieurs aspects. D'abord, la question évidemment de la pratique de l'architecte, mais surtout de la géométrie, je dirais, biomimétique. C'est-à-dire essayer d'imaginer l'architecture comme une pratique qui serait intelligente par rapport à son modèle, qui serait la nature. Et puis, une volonté, et ça, c'est quelque chose aussi qui nous anime dans la création des micro-architectures, etc., c'est la question de l'utilisation de la matière. L'œuvre de Buckminster est riche d'enseignements sur la question de l'usage de la matière, c'est-à-dire créer un maximum de volume avec un minimum de matière. On voit que c'est quelque chose de très actuel, puisqu'on est sur un questionnement philosophique général sur notre rapport au monde et notre consommation outrancière d'énergie ou de matériaux. La question du volume, et notamment par les géodes, des volumes créés, donc du nombre de mètres cubes, du nombre de mètres carrés créés par les coupoles, permet, avec un minimum de matériaux, de créer un maximum de volume. Donc, je dirais que cette philosophie, c'est quelque chose que je rejoins totalement. Et puis, Buckminster Fuller, évidemment, dans ses différentes déclinaisons, donc là, c'est plus sur la partie géométrie, est vraiment pour moi un personnage qui a une influence forte. Merci. J'ai oublié ce que je voulais dire, mais je vois qu'André a une question. Justement, je voulais vous poser les questions suivantes. Est-ce que vous connaissez l'œuvre du scientifique architecte russe Tchernikov qui s'appelle La fantaisie architecturale? Non, je ne connais pas. Mais je peux bien. Alors, je connais les illustrations. Je connais les illustrations de l'avant-garde russe. De l'avant-garde, oui, tout à fait. Nous avons eu un architecte vraiment important, visionnaire, Tchernikov, et pendant sa vie, elle a publié deux livres consacrés à l'architecture de l'avenir.
il faut que tu regardes surtout ces concepts graphiques de l'architecture russe parce que beaucoup de projets architecturaux hollywoodiens ont été fondés sur les recherches architecturales faites par Tchernia. Et donc, ce que j'ai vu, ça me rappelle dynamiquement et coloristiquement ces expériences qui ont eu lieu dans ces fantaisies architecturales. Ouais. Et bien sûr, c'était curieux pour moi de voir les projets qu'on est en train de discuter, le fait qu'il y a une dynamique là, dans ces projets, mais cette dynamique, elle est soumise à une sérialité, ça a un caractère sériel. Et donc, d'où vient ce côté sériel du discours architectural. Et surtout, c'est la musique qui donne le rythme. Et donc, c'est la musique aussi qui fait des coupures entre les pauses entre l'un sujet et l'autre. Donc, ce qui m'intéresse, c'est comment ce côté sériel du sujet architectural, d'où ça vient en fait. Alors, oui, c'est très intéressant d'avoir identifié ces éléments-là. Alors, la question de la série et aussi de l'associer à la question de la rythmique, c'est très intéressant. Le compositeur avec qui je travaille, Ena Eno, est vraiment très influencé aussi par les compositeurs minimalistes et plutôt par l'école de Steve Reich qui impose une forme de cycle et d'hypnose. Ce qui m'intéresse avec la question de l'usage sériel de la matière, c'est le réemploi. C'est-à-dire que la logique, la matérialité des utopies que j'utilise notamment sur le projet Métaboliste Utopia, c'est très important ce que tu décrivais sur Tchernikov, parce que je connais les illustrations des îles désertes, etc., mais je connais pas bien son projet. Et un des éléments de Métaboliste Utopia, c'est de pouvoir travailler sur d'autres mouvements architecturaux utopistes, notamment sur le projet d'Archigramme donc projet américain, et sur du coup d'autres types d'architecture mondiale utopistes qui ont eu lieu les 40-50 dernières années. Là, c'est plus sur la question d'un triptyque ou d'une série d'œuvres que je voudrais faire sous dôme pour prolonger ces réflexions autour de l'architecture utopiste et surtout de leur transformation ou de la manière dont moi, en tant qu'architecte et artiste, je suis en mesure de prolonger l'œuvre de ces architectes et puis de les réinterpréter pour recréer d'autres formes d'architecture. Ensuite, sur la question de l'objet sculptural, j'utilise les solides ou les polyèdres ou certaines sculptures comme matière première. C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser, et j'utilise principalement le métal, l'aluminium ou d'autres types de matériaux, mais je les utilise aussi comme forme finie. J'ai une série du coup à partir de certaines géodes que j'ai. Ces géodes, je les considère comme une matière première à part entière. Ils vont du coup ça va du coup se retrouver sur plusieurs installations ou plusieurs œuvres, mais la matière première n'est pas le métal, mais devient la géode, ou la matière première devient la barre ou l'arête qui va former le polygone ou qui va former la matière sphérique. Et ça me permet de travailler vraiment l'arête ou le polygone et de décliner du coup des installations multiformats, d'adapter les dispositifs aux différentes échelles. Alors que ce soit évidemment dans un espace patrimonial clos ou que ce soit dans l'espace public ou un espace de représentation comme une galerie. La plupart du temps, mes œuvres, elles se confrontent à des espaces patrimoniaux, puisque une des composantes importantes de mon travail, c'est
de travailler avec le patrimoine architectural, mais aussi du coup de permettre avec ces sculptures de raconter finalement notre patrimoine naturel ou cellulaire, puisque grâce au solide ou au polyèdre, on arrive à raconter autant l'histoire de l'espace et l'infini spatial, mais aussi un imaginaire plutôt lié au cellulaire ou à quelque chose de plutôt microscopique. Voilà, donc je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question sur la série, parce que la série ou le caractère sériel, il y a plusieurs endroits où la question se pose, et du coup, je pense avoir résumé sur ces 3 points mon rapport à cette question. La nature, c'est la base de la géométrie. Donc, c'est de là vient le fait que dans ce projet, l'architecture, elle a un aspect d'un plasma architectural. Donc, son rythme, son mouvement, le mouvement de ce plasma architectural, il est basé au rythme du cœur, de ce cœur. Donc, il est basé sur une impulsion. C'est l'impulsion qui est à la base. Donc, d'où vient cette impulsion de ta vie, de ta carrière? Est-ce que tu as senti que cette matérialité de l'architecture, une pratique traditionnelle de l'architecture n'est pas suffisamment, ne te satisfait pas émotionnellement, et donc tu commences à construire ce 3D, 4D, un monde où l'architecture existe comme l'eau. Donc, comment ça s'est produit, ce changement, donc cette transformation de l'architecture pratique urbaine vers l'architecture comme matière architecturale qu'on peut modifier et comparer au mouvement de l'eau? Comment ça s'est passé? Parce que tu as appris une chose, mais tu as commencé à faire autre chose. Oui, tout à fait. En plus, j'ai pas du tout été formé à la pratique, notamment conventionnelle des arts par les beaux-arts ou les arts décoratifs. Donc, je suis vraiment issu de l'école d'architecture, et j'ai aussi j'ai aussi étudié le cinéma. Alors, c'est important parce que la question du décor ou du lien étroit entre l'architecture et le cinéma, et le rapport entre les transferts d'échelle, le jeu notamment est un cinéaste qui m'a beaucoup inspiré, et c'est marrant d'aller vers ça. C'est une question très intéressante. C'est Fritz Lang. Fritz Lang, il m'a fait réfléchir beaucoup sur mon rapport à l'échelle, au transfert, au miroir, à la manière d'augmenter les échelles juste par des jeux de reflets. Le rapport aussi à la ville dystopique, le rapport à l'image, etc. C'est des choses qui m'ont vraiment inspiré pendant les études de cinéma. Et puis ensuite, pour répondre très clairement à ta question, c'est un rejet finalement d'une société ou d'une manière de concevoir l'architecture, le goût pour les musiques électroniques et la fête, qui m'ont emmené vers une volonté de travailler la lumière, l'énergie de la lumière, l'image, le pixel, comme une matière vibrante, et qui puisse en même temps devenir un nouveau matériau, une nouvelle matérialité de l'architecture, et aussi une volonté de reconnecter les gens à l'architecture à travers l'image et à travers le son. Et pour moi, c'est une vraie rupture par rapport à mon apprentissage classique d'architecte, puisque cette volonté de métamorphoser l'architecture existante ou l'espace public à travers différents médiums, et notamment à travers une pratique artistique plurielle, c'était un vrai moteur. Здесь у нас есть вопрос из ВК.
Nous avons des questions de la... Donc, c'est qui l'auteur de la musique? C'est avec qui que vous travaillez? Qui est votre compositeur? Alors, c'est Ena Eno, E-N-A-E-N-O, qui est un compositeur français avec qui je travaille sur quasiment l'intégralité des œuvres qui sont présentées ce soir et puis sur les projets à venir également. Это родственник Брайана Ина? Est-ce que c'est un... il est lié à Brian Eno? C'est le fils spirituel. Окей, у нас есть вопрос в зале, Настя. Nous avons une autre question dans l'audience. Bonsoir. Donc, c'est plutôt une demande d'inviter Jérémy Belot à Saint-Pétersbourg parce que nous avons le planétarium numéro 1. C'est le plus grand bâtiment à dôme et donc c'est un endroit parfait pour le projet Utopia. Ça pourrait être un laboratoire où les artistes médias, les musiciens pourront se connecter à cette performance. Donc peut-être ce genre de laboratoire de performance va bien travailler avec l'architecture de Saint-Pétersbourg. Merci. Bah avec plaisir, évidemment, ce serait un vrai plaisir. C'est intéressant de reparler des dômes parce que évidemment on parlait des espaces immersifs. Je parlais aussi de l'architecture en tant que telle. Il y a un projet qu'on pourrait regarder, numéro 2, qui s'appelle Bestiaire Céleste, qui est un travail sur la coupole. Alors, c'est vrai qu'on parlait des géodes comme une obsession dans mon travail, et puis Andrei se soulevait cette envie, cette pulsion, ce rythme, etc. Là, c'est un travail avec le directeur du musée de la Cour d'Or. J'ai travaillé avec aussi ses collections, certaines représentations, et puis on a recréé dans ce musée une voûte céleste, et on a utilisé également la coupole comme une surface de projection. Le projet s'appelle Bestiaire Céleste, et puis je l'ai réalisé avec un ami qui s'appelle Jocelyn Fouché, et puis le son aussi de Ena Eno. On peut le regarder, c'est numéro 2. У меня вопрос. Мы в эфире? Да. Джереми, как Moi, j'ai une question. дома
Jérémy, comment le full dome ou non full dome? Donc, ce que vous avez montré, c'est vraiment un planétarium, et donc vraiment, c'est la personne qui a posé cette question. Il a parlé aussi d'un planétarium, mais c'est vrai que c'est déjà un format existant, bien connu. C'est un projet à coupole, mais ce qui est très important pour moi, c'est que dans le planétarium, votre image se trouve surtout en haut. Il est plus haut, il commence peut-être à 3 à 5 mètres du sol. Donc, ça veut dire que vous regardez comme le ciel, cette bestiaire céleste, mais full dome, c'est quelque chose qui nous inclut en totalité. Donc, la projection, ça prend tout l'espace du sol. Et pour moi, cette différence, elle est vraiment cruciale. C'est la physicalité qui en dépend. C'est parce que donc c'est l'effet qui est totalement différent. Parce que moi, j'ai travaillé dans le mode full dome, par exemple à Vienne. J'ai montré il y a un an un planétarium aussi un très beau planétarium. C'est très beau. C'est la même œuvre. Quand elle est projetée comme ça, donc la différence est vraiment cruciale. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis totalement pour full dome. Oui, tout à fait. Il y a une vraie distinction. Alors, c'est vrai que sur la vidéo de Métaboliste Utopia, on le voit, on est sur le full dome, un full dome qu'on a fabriqué nous, qui fait 14 mètres de diamètre. Et puis tu as un écran, ce qu'on appelle negative pressure, qui permet d'avoir l'enveloppe très lisse et d'avoir une surface hémisphérique et surtout d'avoir l'image qui vient vraiment jusqu'au sol. C'est très important ce que tu dis, Anton, sur la partie immersion. C'est-à-dire que dans le planétarium, je dirais classique, on a une image qui commence assez haut. Alors là, sur Bestiaire Céleste, ce sont des coupoles, des voûtes qui sont liées au musée. Mais donc du coup, c'est très différent. Évidemment, on travaillait sur la question du ciel, les gens étaient obligés de s'allonger. Mais je te rejoins complètement sur la question du planétarium. Évidemment, nous, on privilégie un maximum d'images sur la partie basse parce que notre envie, c'est de faire voyager les gens dans nos univers et d'appréhender ces espaces comme des espaces entièrement recouverts d'images. Donc, plus l'image est basse, mieux c'est. Et c'est la même chose au niveau du son. C'est-à-dire qu'on travaille avec des logiciels de spatialisation de son. Actuellement, on est sur un 6.2, mais on a un projet d'augmentation du nombre de satellites et puis on utilise un logiciel qui permet de faire passer des formes à travers l'espace pour vraiment avoir une spatialisation et un rendu incroyable. Ну, просто на самом деле у меня очень есть хороший пример. У меня есть в моих нескольких видео, я работаю... Moi, j'ai plusieurs vidéos où je travaille, j'intensifie, donc il y a ce dôme et après je commence à tourner. Donc le même espace. Si il s'agit d'un full dome, les gens qui sont sur le sol, ils commencent à sauter. Ça ne se produit pas au planétarium. Oui, c'est moins intense. C'est moins intense. Andrei. Moi, je tiens à montrer cette image. Je ne sais pas si vous le voyez. Et poser la question. Donc, combien de projecteurs vous utilisez pour avoir cet effet que vous voyez? Parce que si on construit l'architecture se forme dans sphère et notre spectateur arrive à ce pont de Bellevue, donc c'est très populaire. Il construit ce genre de pont en verre. Combien de projecteurs il faut pour avoir ce sphère? Alors, tout dépend de la résolution, mais ouais. Parce que c'est un musée de sciences et de la physique. C'est marrant que tu me montres ce croquis parce qu'il y a une œuvre, il y a une installation que je voulais faire qui est avec une image qui ressemble un petit peu à ça.
Le principe d'avoir la sphère complète, alors c'est très intéressant parce que moi, par exemple, personnellement, je rejette le casque de VR comme un mode d'immersion. C'est quelque chose que je ne supporte pas en tant qu'outil de projection immersive. Et c'est vrai qu'on a évidemment l'envie d'utiliser la même source d'image pour pouvoir le créer dans une sphère complète. Là, c'est facile parce que c'est faisable avec une dizaine de vidéoprojecteurs. Le schéma que tu as montré, une dizaine. Nous, on en utilise 9 pour notre full dome parce que les gens sont au milieu et puis parce qu'on veut une très très bonne résolution. Là, le fait de mettre le spectateur sur une sorte de pont en porte-à-faux va nous permettre d'utiliser des grands angles et surtout comme on n'a pas d'ombre portée, avec une dizaine de vidéoprojecteurs, on pourrait faire ça. Ce qui est intéressant avec l'image que tu viens de montrer, c'est finalement c'est de rendre physique le VR digital. Et c'est une approche c'est créer de l'architecture autour d'un concept digital qui est un concept qui finalement est qui rend l'individu, enferme l'individu dans une bulle, alors que là, on peut partager une expérience immersive collective. Oui, c'est ça. Donc, ça veut dire qu'on peut placer les projecteurs sous la passerelle, sous le pont sur lequel marche le spectateur, c'est ça? Oui, une partie des projecteurs. et au-dessus aussi, voilà. En dessous et au-dessus, et on peut tout faire. Ou bien vous devez utiliser des shafts, disons, secrets pour projeter l'image, non? C'est ça, exactement. Ce que j'ai bien aimé, c'est la mention de Fritz Lang et que j'aime beaucoup aussi. Et j'aime beaucoup le cinématographe, le cinéma allemand du début du XXe siècle. Et bien sûr, Metropolis, c'est un mythe qui continue à fasciner beaucoup de gens. Et donc, les intellectuels les plus persévérants essaient de construire leur propre version de Metropolis. Ça veut dire que la muse qui les incite à construire ce modèle lumineux de Metropolis, est-ce que c'est ta muse qui t'incite à ceci? Évidemment, ça m'incite à imaginer ces nouvelles villes. Est-ce que c'est une muse? Alors, je ne sais pas si la traduction est bonne, mais c'est quelque chose en tout cas qui m'anime fortement et qui me pousse à faire voyager les gens dans d'autres imaginaires. Et je trouve que notre société, malheureusement, est affreusement fade en termes d'imaginaire, notamment sur l'urbanisme et l'architecture. Je partage complètement les compliments envers Fritz Lang. Je suis son grand fan. J'ai beaucoup regardé, j'ai beaucoup étudié sa personnalité et c'est son œuvre surtout. Bien sûr, c'est quelqu'un d'incontournable. Même si quelqu'un n'a pas vu ses films, peut-être je crois que tout le monde connaît les vidéoclips pour Queen et donc d'autres créations pour la culture pop. Ça veut dire qu'il est omniprésent dans notre culture. Mais ma question est un tout petit peu différente. Je crois que peut-être on regardera bientôt la prochaine vidéo. Mais ce qui m'a marqué, c'est que vous dites que la casque de VR, c'est pas cool. Je suis d'accord, partiellement. Et le dôme, c'est cool. Bon, partiellement, je suis d'accord aussi. Mais la question pratique qui se pose, c'est la suivante. Je sais pas si vous avez un accès fréquent au full dome, mais moi, par exemple, en Russie, j'ai pas d'accès du tout à cette technologie. Et même si je travaille en dehors de la Russie, cet accès est assez limité. Donc, c'est pas quelque chose que tu peux essayer encore, tester. Malheureusement, c'est pas le cas pour l'instant. C'est pas largement accessible. Et puis, ça nécessite
très haute résolution, le rendering constant, etc., etc. Donc, ça nécessite toute une équipe de support. Et donc, pour travailler avec Fulldom, à un certain moment, j'ai commencé à utiliser le casque de VR. Et donc, chez moi, j'ai commencé à regarder mon propre œuvre dans Fulldom avec ce casque. Je ne sais pas si c'est mon invention ou quelqu'un le fait déjà. Oui, oui, c'est vrai, il faut que je précise. Évidemment, mon rapport à cet outil est particulier dans le cadre d'un outil de diffusion. C'est-à-dire que là, pour moi, je scinde deux choses, c'est-à-dire la diffusion et puis l'expérimentation. Pour moi, c'est évidemment, moi, je l'utilise aussi. Je l'utilise pour mes drones, je l'utilise pour visualiser les contenus des dômes, parce que des fois, ça sert à rien de brancher 10 vidéoprojecteurs pour tester des choses. Donc, évidemment, c'est un outil performant. Maintenant, je privilégie les projets, que ce soit les projets artistiques ou architecturaux, qui nous permettent de faire société. La VR est pas forcément quelque chose qui permet de faire société, à part certains projets expérimentaux, d'ailleurs, qui sont fantastiques, qui utilisent la VR avec des notions de collectif, d'interaction, d'avatar et des choses très intéressantes que j'ai pu expérimenter. Mais moi, personnellement, ça reste, pour moi, oui, je suis un peu comme toi, c'est-à-dire c'est un outil qui est dans la boîte à outils et qui me permet de visualiser, mais dans l'objectif de permettre de rassembler des gens. Parce que ce qui me plaît, c'est que les gens se rassemblent et aussi puissent vibrer ensemble. Voilà. Je vais prolonger, envoyer la vidéo numéro 6 qui s'appelle Paysage et qui joue, justement, on parlait de Fritz Lang, qui joue avec ces questions de maquette et de rapport d'échelle et de transfert d'échelle. Donc numéro 6. Вопросы, комментарии. Если нет вопросов, тогда... Нет вопросов. Question, commentaire? Oui, André a une question. Plutôt un commentaire. Je voulais dessiner la première idée sur comment la VR peut être modifiée. Donc, au lieu de servir une personne, servir au moins deux personnes. On peut imaginer une casque bilatérale utilisée par deux amoureux pour voir justement la même chose. Au début, ça pourrait être
un outil qui n'est bon qu'à préparer une purée de pommes de terre. Mais peut-être à la fin de ce centenaire, la casque VR pourrait en fait servir 10 personnes ou même plus. Donc la technologie se développe et peut-être le dôme, ça aussi deviendra juste une version gigantesque de la VR. Alors, pour commenter la vidéo qu'on vient de voir, bon, ceci m'a bien sûr rappelé les architectons de Malevich et aussi Lissitsky, les crônes de Lissitsky. C'est quelque chose, c'est un outil formidable quand il y a un modèle que vous filmez avec une couleur changeante. C'est absolument beau. Et en fait, l'ensemble de vos projets, si on peut le dire, ils sont très théâtraux, inspirés du théâtre, si j'ai bien compris. Alors, est-ce que vous partagez également le même amour envers la musique et envers d'autres arts qui peuvent agir sur le spectateur? Et si vous utilisez le full dome pour impressionner les spectateurs, est-ce que vous n'auriez pas l'idée de créer un opéra digital électronique ou bien monter un spectacle à Paris pour le jour de la prise de la Bastille? Alors, je suis un petit peu dans ces réflexions en ce moment puisque dans le centre d'art digital que nous sommes en train de monter dans le château de Beaugency, on met en place un système immersif sonore dans la cour du château et avec un outil de spatialisation sonore qui s'appelle Flux Immersion. Nous sommes en train de disposer un ensemble d'enceintes qui nous permettront de recréer l'acoustique de n'importe quel lieu. Alors, je travaille avec des gens très compétents sur la question, mais ma volonté première, c'est de se dire qu'on est dans la cour d'un château et puis si on a envie d'être dans une cathédrale ou d'être dans un cube, alors que les enceintes sont disposées selon un rectangle ou un parallélépipède, on est capable de le faire en programmant les enceintes et en travaillant avec l'intelligence artificielle qui nous est offerte grâce au software sur les enceintes. Donc, la réponse, André, est oui. L'intérêt pour le son est de recréer, c'est un peu dans la même logique évidemment que le full dome ou que l'immersion, c'est-à-dire faire voyager les gens dans une cathédrale, dans un dôme, et pourquoi pas fermer les yeux et permettre aux gens, grâce à l'acoustique, d'être dans une cathédrale alors qu'ils sont simplement dans un autre type d'espace, dans un cube, à l'intérieur d'un espace ou à l'extérieur sur l'espace public. Je vais juste commenter pendant la troisième rencontre, celle avec André Barteniev, le 3 février, il a parlé de ses projets et on peut en fait regarder la vidéo de cette rencontre en replay. Et donc André, il parle d'un projet assez impressionnant. En fait, le conseil qu'il vous donne, c'est pas un conseil abstrait, puisque pendant 5 ans, il a essayé d'inaugurer une exposition au sein de la Bibliothèque nationale du Danemark. Et justement, ça a été un événement de très haut niveau. Oui, merci Anton. Merci beaucoup de faire ma publicité, de me faire dormir sur les lauriers. Mais non, ce sont mes lauriers, André, pas les tiens. Bon, ce sont nos lauriers communs. Mais ce que je voulais avancer en tant que concept, je voulais placer dans ce jeu des acteurs, puisque dans les œuvres de Jérémy et de son équipe, je vois justement ce concept théâtral. Et c'est pour ça que la seule chose qui me manque, ce sont les acteurs. Je dirais pas que vous devez faire en sorte que Jean-Paul Gaultier, non. Surtout, vous devez surtout pas vous inspirer de lui, puisqu'il est devenu un grand cliché. Mais en fait, en France, il y a beaucoup de designers excellentes, donc choisissez n'importe quel génie français de la jeune génération, mais vraiment
ce que je voudrais voir dans vos installations, dans vos performances, ce sont des personnages peut-être invisibles qui chantent peut-être avec des voix d'anges ou peut-être ce sont des poules ou des éléphants blancs, pourquoi pas, sur lesquels on projette une partie de la vidéo. Bien un cheval blanc, donc je voudrais voir des créatures dans vos projets. Mais bon, ça vient de moi puisque mon imagination, quand elle voit quelque chose de fait, elle essaie à tout prix de compléter cette image. Donc, mon imagination ne réfléchit jamais si l'artiste, le créateur en a besoin. Non, mon imagination imagine quelque chose toujours, tout le temps. Alors, sur la question des corps, sur le projet Red Stars Constellation, qui est l'étoile rouge Constellation, le projet numéro 7, on a travaillé avec une forme de performance avec une danseuse. C'était un hasard. C'est intéressant que tu parles de la question du théâtre, de la danse, parce que j'ai beaucoup travaillé avec le Conservatoire de musique de Strasbourg et notamment l'école de danse. J'ai peu d'images de ces projets, mais pendant 2-3 années, j'ai conçu des visuels et aussi la scénographie pour la danse. Pour moi, la question du corps en mouvement, elle est très intéressante. Et là, je travaille sur un projet autour d'un objet en tenségrité, donc une sculpture polyédrique qui traduit les mouvements issus de la Laban notation, donc de Rudolf Laban, que vous devez connaître également, qui est un chorégraphe qui utilisait les solides palatoniciens dans son écriture chorégraphique. Donc, un de mes projets, c'est de transformer cette écriture chorégraphique et la Laban notation, donc l'écriture de Rudolf Laban, sur une chorégraphie qui puisse se traduire en lumière. Et donc, j'ai un projet qui est en cours avec une danseuse qui permettrait de traduire en temps réel ces mouvements pour animer les objets. Et puis, on peut regarder le projet numéro 7 qui est pour moi la restitution d'un dispositif qui a donné envie aux gens de danser, et en l'occurrence la personne en question n'est pas du tout quelqu'un qui était prévu dans l'installation, mais qui a, comme le disait Andrei, vibré, en tout cas s'est saisi du décor théâtral qui lui était offert pour pouvoir s'exprimer en mouvement. Le numéro 7. Donc, d'après ce que j'ai vu, on utilise, donc quelqu'un regarde avec un portable, donc il y a des éléments de réalité
complémenter, n'est-ce pas? Non, le dispositif est pas en réalité augmenté. C'est un des projets sur une autre œuvre. Là, c'est juste que les gens sont trop geeks et se promènent tout le temps avec leur téléphone portable comme dans les concerts. Et que du coup, il y a très peu de moments où on n'est pas capable de montrer des gens sans téléphone. Mais ce qui est intéressant par rapport à ce que disait André, c'est le rapport des gens par rapport à l'œuvre. Là, on a finalement une dichotomie entre quelqu'un qui s'est approprié l'œuvre, qui est une performeuse qui n'était pas quelqu'un que nous connaissions, et puis qui s'est mis à danser par hasard. Et puis le flux général du public qui, lui, est dans une approche où des fois le regard se fait à travers l'objet digital, où du coup on a une distance qui se met avec l'œuvre et qui du coup est pas est dommage un petit peu, mais bon, les gens ont envie de rentrer les éléments dans la boîte à souvenirs, ou des fois de passer à côté de l'expérience qu'ils sont en train de vivre au profit de la diffusion sur les réseaux sociaux, etc. Donc c'est intéressant de voir cette balance entre les deux, l'expérimentation individuelle qui se fait à travers soit le corps en mouvement, soit la boîte à souvenirs, quoi. Окей, вопрос из нашего виртуального зала. Une autre question de notre salle virtuelle. Le call, c'est Nick Atelier de Carré. Donc, c'est peut-être vos amis. Donc, McMaster Fuller était professeur au collège. Et est-ce qu'il y a aujourd'hui en Russie des écoles qui utilisent la pédagogie visuelle? Donc, c'est André qui peut répondre à cette question. Mais en fait, cette question, elle est pour tous. Est-ce que vous connaissez une école dans le monde qui utilise cette pédagogie visuelle? Peut-être il y a d'autres héritiers de Fuller. À Moscou, il y a un grand nombre d'expositions dédiées à Hutemas, Hutein. Et il y a aussi, avec un grand succès, il y a eu l'exposition dédiée au mouvement kinétique. Maintenant, cette exposition s'est déplacée à la galerie Tretiakov. Et donc, ceux qui sont à Moscou maintenant ou qui vont y aller, donc c'est une exposition unique, il faut y aller voir. C'est vraiment, il y a vraiment une exposition très importante dédiée au centenaire de Hutemas. Et moi, je suis commissaire maintenant de création de la collection du musée de Nouvelle-Souzdal. C'est une ville russe. Et il y a aussi une exposition dédiée au kinétisme et notre héritage de Hutemas et Hutein. Donc, il y a plusieurs matières là, disciplines là à voir. Moi, je me rappelle d'une performance, d'une de mes performances. Donc, là où, donc, Jérémy, quand il a dit qu'il y a quelqu'un qui a commencé à danser, et donc, il a fait un tour de valse. Moi, j'ai eu une performance que j'ai créée longtemps avant l'apparition du film La La Land, parce que mon projet s'appelait La La Moscou. Et je l'ai montré à Vilnius, à Moscou et à certaines d'autres villes. Donc, de quoi il s'agit? Il y a une quarantaine d'artistes qui sont dans la salle, parmi les spectateurs. Et lorsque les premiers accords sonnent, les 40 acteurs commencent à se déshabiller. Et eux, donc, ils ont des sacs à côté, ils commencent à mettre des scaphandres, des extraterrestres, et ils commencent à montrer en striptease des extraterrestres. En effet, vraiment bombique. Donc, c'est quand les gens regardent autour d'eux, ils pensent que c'est quoi ça? Tout le monde commence à se déshabiller. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Après, ils voient ces costumes verts. Donc, les spectateurs, ils sont vraiment prêts à
à la partie principale de la performance parce qu'il est déjà soumis à l'énergie destructrice et là on peut lui montrer tout ce que tu veux. C'est un souvenir d'une de mes meilleures performances que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup quand les spectateurs spontanément commencent à agir dans la performance, dans l'installation. Et je pense que comme Jérémy travaille traditionnellement avec dans des espaces publics ou dans des espaces de patrimoine clos, comme par exemple église. Donc il y a tous les rôles sont attribués parce qu'il y a le prêtre, il y a aussi ceux qui viennent. Donc les gens qui viennent, ils se sentent invités à participer. Mais Jérémy, est-ce que si on parle de Hutemas ou de Fuller, si on parle de la tradition, peut-être vous connaissez comment les traditions, est-ce que ces traditions, ils ont une suite, donc la continuation dans le monde, je veux dire dans des écoles, peut-être vous avez rencontré quelque chose dans votre pratique? Non, il y a une logique, je dirais, qui suit l'école de Buckminster Fuller, qui est plutôt orienté autour de l'habitat alternatif ou l'habitat écologique sur les écoles américaines ou avec l'architecture paramétrique notamment. Je connais pas d'école vraiment précisément qui sont dans la lignée de sa philosophie, notamment sur les pratiques artistiques. C'est-à-dire que c'est vraiment quelqu'un qui a été un prophète, je dirais, à l'époque de la révolution post 68 chez les Américains notamment, puisqu'il y avait énormément de conférences sur une nouvelle manière de voir le monde. Donc il a eu une influence philosophique forte sur la génération qu'on appellerait post-68 art, ou le mouvement écologique vraiment émergent. Mais sur la partie, et je dirais qu'on est plus dans la lignée de l'architecture écologique en ce qui concerne l'habitat, qui sont vraiment dans une logique vraiment de lignée. Et ensuite, sur la partie je dirais que la suite serait plus la question de l'architecture paramétrique ou de l'art génératif ou de choses qui incluent la question de la nature, de systèmes algorithmiques qui sont justement très proches des systèmes mathématiques qu'on peut retrouver dans la nature. Mm-hmm. Ну, тогда уж ладно, поскольку вопрос не был... Comme cette question n'a pas été adressée à quelqu'un de concret, donc je peux y ajouter quelque chose, des commentaires. Moi, j'aime beaucoup, à part tout ce que vous avez déjà mentionné de Buckminster Fuller, il y a deux choses. À part ce que, oui, on a beaucoup parlé, mais quand même. Donc, première chose, qu'il a eu 3 montres sur sa main, et ces 3 montres montraient l'heure différente. Non seulement parce il voyageait beaucoup, parce qu'il a voyagé beaucoup, c'est vrai. Peut-être il y a même la statistique qui montre qu'il a passé plus de temps dans le ciel que sur la terre. Mais c'est plutôt sa sensation du monde. Ce n'est pas qu'il se trouve dans un fuseau horaire concret. C'est une triangulation. Donc sa localisation, elle n'était pas sur un seul point. Et je pense que c'est proche non seulement pour moi ou pour André, parce que, par exemple, je ne sais pas où se trouve André. Quand je suis à Saint-Pétersbourg, il peut être à Vienne ou à New York. Et à chaque fois, si je lui donne l'heure, il demande c'est quel fuseau horaire, quel système.
c'est assez normal et donc c'est pour ça que c'est devenu mon mode de vie. Et deuxième chose, c'est que Buckminster Fuller, il avait un journal au nom de Guinea Pig Bee. Donc ça veut dire que c'était un animal qui parlait. Il parlait là au nom d'un animal. Et comme il a été passionné de la science, de la méthodologie, donc des paramètres qu'on connaît bien, mais tout en étant scientifique, lui, il est allé du côté de l'art, de notre côté, de son métabolisme personnel, qui dépasse les dimensions de ton corps. Et donc, il a parlé au nom de ce bee qui regarde dans le monde et réagit et décrit. Et donc, la chose avec les montres, oui, c'est la vérité, en fait, la vérité de nos jours. Mais ce Kobe bee, ce cochon d'Inde, ça, c'est quelque chose de bizarre, mais ça m'est très proche. Donc, ça montre un aspect très important de notre visionnaire et architecte que nous adorons tous. Il y a beaucoup de choses, Jérémy, donc on vous suit. Alors, ce que j'aimerais, c'est justement diffuser l'œuvre Bucky Dream, qui est qui est le numéro 3, qui est un clin d'œil au cube octaèdre que j'ai réinterprété sur un objet lumineux. J'aime bien l'idée que l'on puisse s'approprier, je dirais, une nouvelle manière de voir la question du temps. Tu parles des montres. C'est vrai qu'on a besoin et je suis tout à fait d'accord avec toi sur cette question de relativité, de rapport au temps, et puis de voyage interfuseau et de notre capacité actuellement aussi à échanger sur des tranches horaires qui sont différentes. Ce soir en est la preuve. J'aime bien cette petite anecdote des montres et du rapport au temps. C'est pas seulement une anecdote, c'est quelque chose de très important philosophiquement. Et puis voilà, donc la vidéo numéro 3, c'est vraiment un petit clin d'œil que j'ai fait. Et j'ai un autre projet qui est en cours, qui s'appellera Bucky's Nightmare, qui sera son pendant diabolique. À numéro 3. Ну хорошо, а какой аспект байки? Et c'est quel aspect est-ce que vous utilisez ici? Ce qui m'intéressait dans ce projet, c'est de travailler sur l'évidence et l'inévidence par rapport au point de vue.
on est sur une forme, donc c'est un cube octaèdre. Ce qui m'intéressait, c'était de travailler sur la question du point de vue. De temps en temps, on est confronté à une forme géométrique régulière. On discerne très bien les carrés inclinés et la perspective. Et puis, quand on prend quelques dizaines de degrés d'angle, on voit une autre forme. On y voit presque un cube avec des arêtes droites. Donc, ce qui est intéressant, alors j'ai travaillé sur ce projet justement, et c'est marrant que tu parlais des montres, etc., comme une horloge, comme un rêve, un rapport au temps. Donc, c'est une installation qui dure beaucoup plus longtemps puisqu'elle c'est une nappe qui est vraiment hypnotique. Là, on n'en a vraiment qu'un extrait. Mais l'idée, c'est de pouvoir, grâce à cet objet qui vient se confronter à une salle qui est une salle cubique, vient sur un de ces angles, donc en contact avec les parois de l'espace en question, éclairer le cube qui l'accueille, permettre de travailler donc sur un axe diagonal, donc où le public arrive et voit des carrés concentriques, donc avec une forme de perspective, une sorte d'anamorphose, et puis en décalant le point de vue à gauche ou à droite de quelques dizaines de degrés, et bien là on est confronté à d'autres formes géométriques, et c'est très troublant visuellement. André parlait d'arkinétique. Là, on est vraiment sur aussi une logique d'illusion d'optique. Notre cerveau a du mal à comprendre pourquoi il voit ça au moment où on décale ce point de vue, parce qu'il est confronté à une forme tridimensionnelle qu'il n'a pas appréhendée. Et on le voit dans la vidéo parce qu'on ne reconnaît ou on reconnaît à peine l'objet et la forme géométrique. Je me rappelle de brillants artistes russes, Ritchuk et Franciskel Pante. Je te conseille, Jérémy, regarde donc les vidéos de l'exposition à la Tretiakov dédiée au kinétisme. Il s'agit de deux artistes magnifiques des années 60 et ils ont été réunis dans un groupe mouvement. Et c'était Moosberg qui est en tête. Il habite maintenant aux États-Unis. Et il y a eu beaucoup d'artistes qui s'intéressaient à la danse, à la poésie, à l'architecture. Et ils ont réuni en fait tout et pris comme base de leurs expériences kinétiques l'idée de l'avant-garde russe, de suprématisme, du cubisme, de Tchernikov avec sa fantaisie architecturale. Et cette œuvre et l'œuvre précédente me rappellent de l'expérience de Scriabine avec la musique et la lumière, musique plus lumière. Et Anton, je connais beaucoup de projets dédiés à la théorie de Scriabine. Donc en 1910, je pense qu'il a montré sa première performance, l'orchestre symphonique qu'il a lié aux projections de lumière. En fait, il s'agissait des réverbères colorés sur scène. Il disait que chaque note correspond à une couleur de lumière particulière. Et moi, j'ai fait un moment une sculpture dédiée à Scriabine. C'était juste au début de nouvelles technologies et j'adore tout ça. Quand j'ai vu cette œuvre magnifique de Baketrim, je me suis dit qu'il faut que nous progressions dans cette direction-là. Nous sommes en train de développer toutes les technologies de lumière. On a commencé par les ampoules à incandescence. Maintenant, c'est totalement différent. On a commencé par les impulsions de son. Maintenant, on travaille beaucoup avec les nouvelles technologies. Donc, nous avons beaucoup d'effets pour les spectateurs. Mais maintenant, il faut faire la même chose, mais pour le son.
parce que quand je regarde une structure architecturale allumée et il y a quelques enceintes qui sont à côté, je ne m'aime pas, ça ne me plaît pas parce que en fait j'ai envie de leur dire aux producteurs de ces enceintes que vous êtes en arrière parce qu'il faut vraiment créer des colonnes peut-être des choses qu'on peut mettre à l'intérieur de nos structures, parce que c'est vrai, c'est un peu en retard. Parce que maintenant, je suis d'accord, on est trop lié. Moi, en fait, je suis fan oui, de c'est vrai Zoom. que même. Et j'en souffre un peu. Oui, c'est tout à fait clair. Mais en fait, on peut insérer du câble qui n'est pas fixe, du câble souple. Et regardez la lumière, par exemple. La lumière, ça peut avoir n'importe quelle largeur, n'importe quelle structure. Il y a juste un tout petit peu de travail sur cette technologie et ensuite la lumière va couler comme de l'eau. Mais qu'est-ce qui arrive aux enceintes? Les enceintes sont en retard. Les technologies sonores sont très en retard par rapport aux technologies de la lumière. Donc, en fait, je le dis parce que si on explique nos besoins aux fabricants des enceintes et si on leur dit on a besoin de quelque chose d'autre, pas juste des, je sais pas, des coquilles de différentes tailles. Et s'ils répondent à nos besoins, on aura peut-être une nouvelle qualité de son qui se rapprocherait peut-être de la lumière actuelle, de la technologie de lumière. Et je voudrais beaucoup que la technologie sonore avance dans cette direction. Par exemple, quelqu'un a dit que le full dome, c'est bien parce que, en fait, la personne entre à l'intérieur d'un organisme et est bouleversée par la taille de cet organisme et par sa capacité à modifier, à se modifier, à s'ajuster. Donc, grâce à ceci, les processus biophysiques chez l'humain, eux, ils changent aussi. Donc, parfois, il y a du sang qui commence à couler plus vite. Parfois, la personne se retrouve en sueur froide et donc je voudrais que le son puisse donner le même effet. Je voudrais qu'on puisse porter des scaphandres, des costumes spéciaux pour le son, pour que le son nous pénètre et pour être comme sous l'action de la drogue. Donc, on n'aura pas dans ce cas besoin de la drogue. On sera sous l'influence de l'onde sonore. On a une question de la part du public, mais est-ce que je me permets à répondre à André au lieu de Jérémy? Je voudrais répondre à André. Donc, je suis très d'accord avec ce qu'André a dit. Et je partage son opinion comme quoi les technologies sonores sont le minimum strict qu'on devra vraiment compléter, intensifier, étendre, etc. Donc, c'est satisfaisant, mais pas plus. C'est mon commentaire en deux mots. Il y a beaucoup de développeurs pour la partie logicielle, c'est-à-dire que ce que dit André, c'est très juste, mais en même temps, il y a beaucoup de dispositifs. Là, il y a des systèmes de gilets corporels qui transmettent le son, qui sont en train d'arriver comme des combinaisons vraiment d'enceintes. Il y a énormément de travail sur le coaxial, sur l'angle de travail de certaines enceintes, mais c'est vrai quand on voit le panel d'une technologie à l'autre, on voit bien qu'il y a un problème. Il y a des solutions software, mais il y a pas autant de propositions pour le hardware qu'évidemment ce qu'on imaginerait ou ce qu'on aurait envie d'imaginer. Il nous reste 5 minutes, malheureusement. Et on a une question de la part du public. Merci beaucoup. La question est comme suit. Nous avons remarqué dans les œuvres de Jérémy beaucoup donc le principe de la, comment dire, la répartition de l'or, comme on nous dit, le principe géométrique.
Est-ce que vous utilisez ce principe dans vos travaux et est-ce que vous l'utilisez également pour le son, mais aussi pour les technologies visuelles? Et puis, est-ce que vous pensez utiliser les éléments naturels dans vos projets? Alors, il y a une partie de la question que je n'ai pas bien compris. Le nombre d'or. Le nombre d'or. Ah, le nombre de Fibonacci, ouais. Alors oui, ça dépend des projets, mais j'utilise quelquefois dans la programmation la suite de Fibonacci notamment, et puis des choses relatives au nombre d'or pour modéliser les espaces. Hein. Notamment par exemple sur le projet Red Star Constellation, on a ces trois sphères, ces trois sculptures, et puis il y a une répartition qui est une sculpture origamique qui vient entourer l'ensemble de cette sculpture. Et bien tout ça est planifié, prévu, et puis ensuite sur place, là on va être plus dans l'instinct par rapport à la sculpture, mais de manière générale l'ensemble des objets suivent un procédé de planification qui de temps en temps sort des logiques de rosaces, etc., puisque j'utilise la dissymétrie, la symétrie pour permettre de donner du rythme, mais je pars toujours d'une structure régulière, notamment des solides platoniciens ou des polyèdres réguliers que je viens déformer ou transformer, je dirais bouleverser, comme on bouleverserait une structure, la structure d'un atome. Ensuite, pour la partie sonore et programmation des images ou création des images, alors pour la partie sonore, oui, on utilise des séquences rythmiques ou des choses qui sont notamment, donc ça c'est Naeno qui travaille dessus, mais c'est quelqu'un qui est influencé notamment par le travail de Xenakis et puis qui a une logique dans son travail qui est très géométrique. Donc on est dans cette filiation, hein, si on peut dire comme ça, dans cet héritage. Et puis, sur la question de la création, évidemment, des contenus, là, on utilise la programmation et les logiciels, soit des logiciels existants qui sont développés par des amis à nous, soit des logiciels qui sont créés sur mesure pour les projets. Et là, on utilise évidemment les maths pour pouvoir créer les algorithmes ou les logiciels qui permettent de mener à bien soit des projets qui sont dans une logique de problématique. Hein, je parlais à Anton avant le cours d'un projet en cours sur les débris orbitaux. Là, on est en train de travailler sur la création d'un logiciel qui permet de trianguler finalement de permettre de disposer les débris orbitaux dans l'espace en temps réel, et de raconter une histoire avec ce logiciel qu'on est en train de créer, puisque du coup, en temps réel, dans cet objet et dans l'espace ou dans lequel le public ira, on pourra observer la présence des débris orbitaux sur l'hémisphère qui nous surplombe, et puis raconter une histoire, raconter 20 ans de fractal de ces débris orbitaux, puisque d'une collision entre deux satellites il y a plus d'une dizaine d'années, on a un héritage de fragments substantiels qui est évidemment fractal, puisque l'un entraîne l'autre, et puis nous on va raconter ces fractales, ces collisions fractales, en rembobinant l'histoire, en jouant avec le temps, et puis aussi en racontant le temps présent par une forme de data visualisation. Donc là on utilise vraiment la question des maths pour positionner sur une sorte d'échelle, d'un rapport d'échelle entre la surface du globe et les couches orbitales, de positionner précisément les débris orbitaux pour raconter une histoire ensuite, puisque c'est l'intérêt de ces projets, c'est d'emmener les gens dans notre imaginaire et de raconter des histoires. Друзья, мне дико жалко, у нас, как обычно, ситуация, что мы... Chers amis, je regrette vraiment d'avoir à conclure ce débat. C'est un regret très sincère. J'ai l'impression qu'on vient de commencer, mais en fait, il est déjà temps de finir. Par contre, on prend la dernière question du centre de médias. Oui, Jérémy, est-ce que vous pouvez dire
est-ce que vous aviez eu l'expérience de la création immersive où le spectateur peut s'interagir avec la projection elle-même? Je voulais dire création interactive, où le spectateur peut interagir avec la création, la projection. Oui, 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 tout à fait. Et on développe dans le Full Dome justement différents types de dispositifs, alors que ce soit en utilisant des Kinect ou des Leap Motion ou ce genre de dispositifs que l'on détourne. Donc, je dirais plus des dispositifs usuels que l'on va détourner pour capter des mouvements, capter les corps en mouvement, capter les intentions. Et puis des fois des choses plus simples, des capteurs de densité par exemple. J'ai tout un projet sur pour capter les densités dans des espaces donnés et pouvoir interagir sans être dans l'interaction directe. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas forcément de créer des dispositifs interactifs où j'appuie et ça change, où je bouge et ça change, mais plutôt des choses invisibles. Par exemple, un espace, donc là on parlait des full dome, un espace de full dome où si il y a plus de gens dans telle zone au sol, dans le dôme, s'ils sont en déambulation, et ben ça va avoir une incidence sur le visuel, sur les couleurs, sur la vélocité. Si on travaille sur des particules en mouvement, si on travaille sur une déformation de mèches ou de polyèdres, l'intensité de la déformation va se faire de manière plus intense à un endroit. Les gens ne vont pas comprendre l'interactivité, mais elle sera intuitive, elle sera sensible et les gens vont vibrer différemment parce que l'objet architectural interagit avec eux. Donc le dispositif technologique là est là au service d'une interactivité invisible. Mais on fait les deux. Moi j'ai déjà travaillé sur des projets sur des interactions directes. Mais dans ma pratique artistique, ce qui m'intéresse, c'est plutôt l'interactivité invisible. Chers amis, merci beaucoup vraiment à tous ceux qui nous ont regardés, écoutés et suivis sur les différents réseaux sociaux. Merci beaucoup. Merci aussi à ceux qui nous regarderont en enregistrement. Je suis vraiment très heureux de constater que André et Jérémy aient trouvé un petit moment pour se rencontrer malgré leur emploi de temps très intense. Et comme d'habitude, j'ai l'impression qu'on a juste fleuré un peu la surface, rien d'autre. Mais on n'a pas vraiment été en profondeur de l'œuvre de notre invité. Mais bon, malheureusement, il faut laisser partir le public et je vous souhaite beaucoup de courage dans vos projets ultérieurs. Maintenant, la dernière question que je voudrais vous poser, c'est quelles sont les conclusions suite à la rencontre de ce soir? Chers amis, merci beaucoup à toutes et à tous. C'était un grand bonheur de rencontrer encore une personnalité très forte qui brise les bases même de la perception de l'architecture. Ce que j'ai aimé surtout, c'est l'idée que Jérémy est plus attiré par l'interactivité invisible. Et j'ai pensé tout de suite, les capteurs de densité, pourquoi on ne les utilise pas pour lutter contre le coronavirus? Et pourquoi ne pas les utiliser? Par exemple, si il y a le nombre concentré de virus, c'est la couleur de vos vêtements qui peut changer ou bien la couleur des immeubles autour de nous. Donc, Jérémy, vraiment, merci beaucoup de m'avoir donné tant d'impulsions pour mes fantaisies ultérieures. Ne t'inquiète pas, ce ne sont pas des fantaisies sexuelles, juste des fantaisies créatives, très positives. Ah oui, en fait, ce qu'André vient de dire m'a fait repenser à Metropolis d'ailleurs. Oui, chers amis, visitez-moi dans ma galerie Zdесь na Taganke, c'est intéressant. Ne manquez pas l'exposition, la nouvelle exposition parce que elle contient beaucoup d'éléments dont Jérémy a parlé aujourd'hui. André, dernière question. C'est quand que vous inaugurez l'exposition et combien elle va durer? Du 8 mars au 18 avril.
dans la galerie Здесь на Таганке. Ceux qui regardent les terriens, ça s'appelle. Très bien. Jérémy, vos conclusions. Eh bien, merci pour cette petite introduction. Hein. C'est vrai, sur mon travail, Anton le résumait très bien. On effleure des sujets et puis c'est vrai que par l'échange, on arrive à rentrer dans le fond des choses et on a encore plus envie d'aborder certains sujets en profondeur. Moi, je vous invite à suivre les projets que nous menons en France et ailleurs, et puis donc sur AV Exciters ou sur Jérémy Bello, et à surveiller un projet donc qui est celui du château de Beaugency que nous sommes en train d'installer, qui sera une forme de solo show entre les projets du collectif et puis mes projets personnels dans un château de la Loire qui s'appelle le château de Beaugency, qui ouvrira ses portes cet été, et on espère vous voir nombreux dès la réouverture des musées et puis sur la période estivale. Et puis j'ai hâte de venir vous voir, travailler du coup les questions de Full Dome, rendre visite à Andrei, et puis pourquoi pas travailler sur des projections dans les planétariums, etc. Donc j'ai hâte de vous revoir sur un format physique. Мы обязательно встретимся, вот, но на этом мы заканчиваем Zoom. On se rencontrera sans doute, mais ceci marque la fin de notre streaming Zoom. Merci beaucoup à l'Institut français, à tous nos partenaires. Ciao, ciao, bye bye.